Bonjour, bienvenue à vous toutes, vous tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi un oui dans le chat si vous m'entendez, vous me voyez bien. Je vois des messages de partout en France, Franche-Comté, Saône-et-Loire, Plougastel, la Nièvre, la Belgique même, l'Essonne. Il y a des Suisses aussi, il y a le Loiret, là où je suis, l'Alsace, etc., etc. Alors, vous me dites que vous m'entendez. Ben, ça, c'est parfait. Alors, bienvenue à vous, bienvenue aussi aux personnes qui vont regarder en replay. Ce que je vous conseille pour qu'on passe un moment le plus profitable à tout le monde, c'est que vous coupiez les distractions, téléphone, vous le coupez, vous pouvez le reprendre après notre rencontre. Si vous avez de quoi prendre des notes, je pense que François va nous donner beaucoup de choses intéressantes. Donc, si vous prenez un petit carnet, je pense que vous le regretterez pas. Donc, on va dans quelques minutes accueillir François Coupland pour une interview qu'il a bien voulu nous accorder. Donc, la référence en plantes sauvages comestibles. Donc, sans lui, je pense qu'on en saurait beaucoup, beaucoup moins sur les plantes sauvages comestibles. En France et dans le monde, hein, parce qu'il a donné beaucoup pendant toute sa vie. Il a fait des recherches dans le domaine. Donc, je pense qu'on y va. Hein. Je vais faire rentrer François. Bonjour François. Salut Nathalie, bien le bonjour. Oui, c'est un grand plaisir de te recevoir ce soir Ouais, pour ça me fait. Ouais, cet entretien voilà, sur les plantes sauvages comestibles, notre passion commune et on peut la dire. Ouais. passion commune à beaucoup qui sont en ligne, donc de partout en France, en Belgique, en Suisse, peut-être d'ailleurs aussi. J'ai pas pu regarder tous les messages qui sont déjà arrivés là pour dire bonsoir. Euh, donc, ah oui, je vais poser la question quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes qui ne connaissaient pas François Coupland avant que j'en parle pour présenter la soirée? Est-ce qu'il y en a? Dites-moi oui si vous faites partie des personnes qui ne connaissaient pas François avant. Je ne sais pas si on va avoir du monde, hein, parce que... Ouais, je sais pas. Moi, je me connais depuis assez longtemps, mais. Bon, personne qui dit oui, je pense que, voilà. Tu as quand même... il y a deux personnes quand même. Bon, alors je vais te Bonjour, présenter. alors bonjour. Je vais te présenter rapidement. Donc, Ouais. tu es incontournable dans le monde des plantes sauvages comestibles parce que tu as voué ta vie à cette passion, à cette cause. Tu as fait en gros 50 ans, voire plus, de recherche sur le sujet en Europe, aux États-Unis, même dans d'autres pays du monde. Et Oui, oui, on peut dire ça. tu enseignes, donc tu transmets ton savoir depuis très longtemps à travers des stages, des formations. Tu as créé aussi le collège pratique d'ethnobotanique. Certes. Tu as travaillé aussi avec des grands restaurateurs, donc ça a aussi amené dans certains restaurants un plus. Ouais, 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 ouais. Et puis, je pense que la plupart des personnes te connaissent par tes livres. Tu as quand même écrit 120 ouvrages Ouais. sur les plantes. 121 maintenant. Ah, voilà. Donc, tu n'arrêtes pas. Non. Euh, et puis, ta dernière réalisation, c'est une formation en ligne aussi. On va en parler un peu tout à l'heure. Oui, oui. Euh, voilà, donc tu as à cœur de transmettre tout ça. Euh, quelle est, quelle est ta motivation première pour ce travail qui est le travail d'une vie entière, hein?
Ma motivation première, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est que pour moi, le rapport avec les plantes, c'est quelque chose d'aussi normal que de respirer, que de boire, que de me nourrir. Et je me suis nourri déjà de plantes quand j'étais petit en ramassant des champignons, des fraises, des bois. C'était des plantes à l'époque, les champignons, ça l'est plus maintenant. Mais des choses assez simples avec ma mère. Donc, il y avait une relation qui était presque fusionnelle avec le monde végétal déjà depuis ma toute tendre enfance, et ça fait 74 ans précisément de ça, tu vois. J'ai commencé jeune, et parmi mes premiers souvenirs, ça tourne autour des plantes. Autour de la ville aussi d'ailleurs, parce que j'habitais à Paris et j'aimais bien, moi, à 8 ans, je voulais devenir conducteur de métro, tu vois, c'était ma grande passion. Et puis finalement, j'ai pas réussi à devenir conducteur de métro. Mon père voulait me faire Polytechnique parce qu'il avait fait Saint-Cyr. J'ai pas fait Polytechnique non plus. Mais finalement, je suis parti vivre dans les bois quand j'avais 20 ans, en me nourrissant de plantes. Et là, je vais te dire que j'ai appris des choses, quoi. J'ai appris des choses, pas seulement sur les plantes, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, j'ai appris des choses sur le rapport que je pouvais entretenir avec le monde qui m'entoure. Et ce qui me motive, c'est ça. C'est transmettre aux gens, donner aux gens les moyens de développer eux-mêmes leur propre relation avec les plantes pour, je dirais, mieux se connaître déjà, pouvoir en vivre, développer davantage d'autonomie, développer davantage de plaisir, de joie aussi, de se relier à la nature, dont on pourra peut-être parler un petit peu, parce que je suis assez sauvage dans mon genre. Et puis, leur permettre aussi de mieux comprendre le monde, parce que c'est mon évolution depuis que je suis petit, de me rendre compte que les plantes, directement et indirectement, c'est-à-dire en réfléchissant à l'ethnobotanique, c'est-à-dire au rapport que l'homme entretient avec les plantes à travers le monde et depuis des temps immémoriaux, arriver à comprendre ce qui se passe dans notre vie, non seulement d'individu, mais notre vie en groupe dans notre société. Et donc voilà, ma motivation, c'est d'apporter des choses aux individus, mais également de proposer une façon de vivre en société différente de ce qui existe depuis un certain temps, on va dire. Oui, parce que les plantes, sans les plantes, on ne serait pas là. Oui, absolument, ouais, il faut l'admettre. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a perdu ce lien avec, la plupart des gens ont perdu ce lien Oui. avec les plantes qui était complètement normal à une époque où on se nourrissait que de ça, en fait, de plantes sauvages. Alors, on s'est nourri uniquement de plantes sauvages jusqu'au début de l'agriculture, ce qui remonte à 12 000 ans, ce qui, pour notre espèce Homo sapiens, c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques pourcents de notre existence sur Terre, mais ça a été quand même un grand chamboulement, pas forcément toujours et partout d'ailleurs. Le processus a été, comment je peux dire, a eu énormément de conséquences. Mais pendant longtemps, on a gardé quand même encore un certain lien avec les plantes sauvages. Et puis, au Moyen Âge, quand la société occidentale féodale s'est vraiment clivée en deux de façon volontaire, hein, de façon déterminée, eh bien là, ça a fait que manger des plantes, manger du végétal déjà, a été dévalorisé par rapport au fait de manger de l'animal. Et puis, se relier au sauvage, tout ce qui était sauvage a été dévalorisé par rapport à tout ce qui était cultivé, tout ce qui était transformé par le génie humain qui devait modifier la nature pour la rendre semblable comment dire, pour lui faire suivre le plan divin, transformer la nature à l'image de l'homme, donc à l'image de Dieu. Ça remonte à cette époque, vers le Moyen-Âge, et ça nous marque encore profondément aujourd'hui, quoi. Parce que à cette époque-là, ce qui était bien vu, c'était de manger de la viande, c'était de manger des plantes cultivées. Et par contre,
si, par exemple, manger des haricots verts, ça voulait dire qu'on était quelqu'un de bien, parce que les haricots verts, ça pousse pas tout seul dans la nature, il faut aller les chercher dans un autre pays, ça a l'attrait de l'exotisme, et en plus, ça peut pas pousser tout seul chez nous, donc il faut avoir quelqu'un pour les cultiver, ce qui veut dire que manger des haricots verts, ça voulait dire, moi je suis quelqu'un de bien, j'ai les moyens de me payer un jardinier. Et manger de la soupe d'ortie, eh bien ça signifiait, moi je suis un pauvre, je ne peux pas faire autrement que d'accepter ce que la nature me propose de façon brute. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça remonte il y a à peu près il y a un millénaire, ça remonte à peu près 1000 ans, mais c'est toujours d'actualité, quoi. C'est vraiment toujours d'actualité. Et ça nous empêche de penser, comment je peux dire, de façon juste. C'est-à-dire que on se prétend rationnel, mais on parle avec nos émotions, parce que la notion de statut et de symbole de statut est quelque chose qui est extrêmement important, on s'en rend pas compte et on le vit tous, moi y compris bien sûr, mais la différence c'est que j'arrive à conscientiser dans une certaine mesure les choses et à donc pouvoir modifier ma vie d'une façon relativement simple et tranquille, et je pense à pouvoir faire des choix qui sont positifs. Si je fais le choix, par exemple, de manger des plantes sauvages alors qu'autour de moi, ça ne se fait pas, ce qui était le cas quand j'étais jeune, hein, j'ai dû me battre. Ouais, à une époque, j'étais vraiment très combatif. Mais quand même, j'ai toujours eu plutôt l'approche de, écoutez, si ça ne va pas, moi je m'en vais, je vais vivre ma vie ailleurs. C'est pas toujours facile à faire, mais ça permet d'acquérir de la force en soi et de revenir ensuite un peu calmé, un peu plus, un peu plus serein et avec des arguments pour pouvoir faire des propositions constructives. Et voilà, c'est ce que j'aime faire. Et ça marche bien, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que dire aux gens, ouais, écoute, manger du beefsteak, c'est pas bien pour toutes sortes de raisons. C'est moins, à mon avis, efficace que d'emmener quelqu'un sur le terrain et de lui faire goûter, je ne sais pas, une tige de berce, par exemple, ou de myrrhe odorante, c'est encore plus extraordinaire, ou de l'inviter, puis de lui faire, comment je peux dire, pour faire ça tranquillement, lui proposer un soufflé d'ortie. Par exemple, soufflé, c'est assez valorisé. Ortie, par contre, c'est dévalorisé, puisque ça reste c'est une mauvaise herbe, une plante qui pousse toute seule et qui pique en plus, qui est moche, franchement, faut le dire. Voilà. Mais soufflé d'ortie, là, on reste dans quelque chose qui, intrigue, qui donne envie. Donc, si on a bien réussi en plus son soufflé d'ortie, parce que quand même ça dépend de ses compétences culinaires, eh bien, on va marquer des points. Et la personne qui était totalement réfractaire à cette idée de se nourrir de plantes sauvages, c'est pas seulement de se nourrir de plantes sauvages d'ailleurs, ça va au-delà de ça, mais va pouvoir être peut-être d'un coup, peut-être ça prendra un peu plus de temps, pourra considérer la chose avec des yeux nouveaux et donc va ouvrir son esprit et comprendre un petit peu mieux ce que c'est que ce qu'on appelle la nature. Tout le monde parle de la nature, peu de gens l'ont défini, la nature. Et la nature, pour moi, elle commence par exemple avec les mauvaises herbes. Quand on a un jardin, on a de la nature. Mais ce qui est la nature dans son jardin, c'est pas ses légumes cultivés. C'est pas vrai, puisqu'ils ont été transformés par l'être humain, le génie humain, on estime à une époque, effectivement, et c'est vrai qu'il y a du génie. Mais ça a été, comment dire, ce sont des éléments sur lesquels l'être humain exerce une domination. Et la nature, pour moi, c'est là où l'emprise de l'être humain se fait le moins sentir, à savoir, dans son jardin, par exemple, les plantes qui poussent toutes seules. Mais tu vois, par rapport aux mauvaises herbes, par exemple, alors, j'ai écrit un certain nombre de bouquins là-dessus, par exemple, sur les bonnes mauvaises herbes du jardin ou les choses comme ça. Donc, bonnes, tu
vois, il y a bonne, mauvaise herbe. Alors évidemment, c'est contradictoire, bien sûr, mais là, c'est quand même, j'essaye de brosser les gens dans le sens du poil, en disant, ben, regardez, vous avez de la stellaire qui vient dans votre jardin. Plutôt que d'arracher de la stellaire, bah, mettez-la en salade. Écoutez, c'est bon. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand j'avais 19 ans, j'ai voulu cultiver un potager. Cultiver un potager, euh, donc j'ai commencé. Et puis, j'ai vu que mes épinards étaient envahis par les kénopodes, que ma laitue était envahie justement par de la stellaire. Il fallait que j'éclaircisse les carottes si je voulais qu'elles poussent. Et là m'est venue une double, comment je peux dire, une double prise de conscience, je dirais. L'une, l'une, et ça a été très fort, c'est mais quel droit ai-je de tuer des végétaux pour moi, pour mon plaisir? Je veux dire que j'avais semé ces carottes, pour moi, je leur devais de les laisser en vie, puisque je les avais semées. Et je devais les éclaircir, je devais en sacrifier un certain nombre pour avoir des belles grosses carottes. Et ça peut paraître bizarre peut-être, mais j'arrivais pas. J'ai pas réussi. J'ai laissé tomber. J'arrivais pas à tuer ces êtres sur lesquels je trouvais une responsabilité. Et puis à côté de ça, bah, mes épinards étaient envahis par des kénopodes. Je me suis renseigné à l'époque, c'était assez difficile de trouver des informations, hein, parce que je connaissais pas les kénopodes, on ramassait pas avec ma mère ça. Mais voilà, quand je me suis rendu compte que les kénopodes c'était des cousins des épinards et que finalement que j'ai goûté que c'était aussi bon que les épinards, bref. Bah, Pourquoi s'embêter en fait de faire exactement, du moi je jardin? suis vraiment un paresseux et j'estime que c'est tout à fait normal d'être paresseux. Tu vois, on a aussi une notion et c'est là où justement on est dans la réflexion que nous amènent les plantes. Tu vois, se rendre cette prise de conscience que les mauvaises herbes de mon would-be potager, de mon potager que j'aurais aimé créer à un moment, m'ont appris quelque chose, m'ont appris à réfléchir, c'est que il n'y a pas besoin de travailler comme un fou, comme une brute, pour pouvoir vivre. Ça, c'est une notion qui est apparue avec l'agriculture. Parce qu'avec l'agriculture, on doit commencer par couper la forêt. Ta belle forêt de hêtres qui est derrière toi a résisté au soc de la charrue, très probablement parce qu'elle était sur une mauvaise terre, sur du sable, sur une terre peu fertile, et que donc on ne l'a pas coupée pour faire des champs ou des prés, ou mettre des prés à la place, tu vois. C'est comme ça qu'il faut voir le paysage. On apprend aussi à lire le paysage en comprenant les rapports entre l'homme et les plantes. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessaire que je retourne mon terrain et que je passe du temps à arroser et à pailler pour avoir des épinards, puisque sans rien faire, je pouvais avoir du kénopode. Idem avec la laitue, idem avec le laitron, idem avec le galinsoga qui est arrivé un petit peu plus tard, mais qui est extraordinaire, le galinsoga. Tu vois. Moi, quand je vois, des fois, je vais donner des stages chez des gens qui, enfin, comment on dit, des paysans, quoi, des gens qui cultivent. Et quand je vois la quantité de galinsoga qu'il y a sur certains terrains et que ces personnes s'arrachent les cheveux en se disant mais je suis envahi, je souffre pour eux, quoi. Je souffre pour eux parce que c'est vraiment Quelle richesse il y a quelle richesse. entre les rangs. Voilà, donc exactement. Donc moi j'en profite et c'est quelque chose que les plantes m'ont appris, ça, c'est que le fait de travailler comme des brutes, comme on le fait nous maintenant, ça vient de l'agriculture. Marshall Salins, l'anthropologue américain, a écrit un bouquin Âge d'or, Âge de pierre, âge d'abondance, et où il démontre que les sociétés paléolithiques, donc pré-agricoles, étaient en fait des sociétés d'abondance, c'est-à-dire où les gens avaient tout ce qu'il leur fallait, tout ce dont ils avaient besoin, et ils passaient quelques heures par jour à faire ça. Beaucoup moins que nos 7 ou 8 heures de travail quotidien et tout ce qui s'ensuit, et bien pire avant chez les agriculteurs, ou même encore à l'heure actuelle chez les agriculteurs, quoi. Oui, Voilà. c'est vraiment un sentiment qu'on sent quand on fait de la cueillette régulièrement, mais c'est l'abondance. On a juste à sortir et puis ça tombe dans nos mains en fait. Donc Oui.
Ouais, c'est. Mais est-ce qu'on trouve des plantes toute l'année, des plantes sauvages Non, on ne trouve comestibles? pas des plantes toute l'année. Non, bien sûr que non. Je vais te donner un exemple. Moi, j'habite en Suisse. Ici, je suis dans une vieille ferme fribourgeoise qui a 200 ans et sur un petit terrain autour où il y a beaucoup de plantes qui poussent. Mais ces plantes, elles poussent quand c'est la saison où elles poussent. Mais je vais te donner. Alors, allez, bon, je vais te dire. Je vais te donner l'exemple parce que ça a été marquant pour moi. C'était l'histoire du Covid. Pendant le Covid, moi j'étais à Paris, j'avais un bouquin qui sortait le 11 mars et le 16 mars, tout était bloqué. Donc j'étais là en train de donner des interviews et tout, et puis on coupait, enfin on interdisait tout progressivement, on arrêtait les studios de télé, machin comme ça. Pouf, j'ai pris le dernier train en direction de la Suisse parce que c'est là que j'habite et qu'au moins on n'était pas confinés. Mais on s'est quand même, avec Keiko, on s'est confinés dans notre maison par solidarité avec les Français. Et on descendait dans notre jardin. Et pendant 2 mois, tous les jours, on est descendu ramasser des plantes dans notre jardin. On s'est nourri des plantes qu'on a ramassées. Pendant 2 mois, tous les jours, on a préparé des recettes qu'on a photographiées, qu'on a mis sur Internet. On a fait quelques petites vidéos. Puis surtout, on a créé un site, je ne sais plus comment il s'appelle, ce média, mais c'est sur mon site, il y a un lien pour aller voir toutes les recettes qu'on a mises au point pendant 66 recettes qu'on a mises au point, qu'on a inventées, qu'on a mises ou qu'on a revisitées et qu'on a photographiées et tout et qu'on a partagé avec les gens parce qu'on avait envie de dire aux gens, mais attendez, tu sais, on avait une de mes élèves qui était bloquée à Barbès, enfin à Paris, à Barbès, dans un petit 2 pièces avec sa fille. Putain, elle a souffert, ça a été rude, tu vois. Nous, on avait justement les plantes qui étaient là autour de nous. Et donc, on a fait ça et on s'est nourri, et vraiment, on s'est nourri pratiquement que de plantes sauvages. Ça nous a coûté 5 € par jour, quoi, à deux. En moyenne, Pour le complément pour dont le vous aviez complément, besoin. on achetait du fromage, on achetait des œufs, on achetait des oignons, on achetait des anchois, on achetait quelques bricoles comme ça, on achetait du sucre, on achetait enfin, du sel, on en avait, mais on achetait des compléments à nos plantes sauvages et on faisait tourner tous nos repas autour des plantes sauvages pour montrer que ben voilà, ça marchait. C'était bon, on s'est régalé, c'était sain, très certainement. En tout cas, je me souviens qu'on pétait la forme à ce moment-là. Ça ne nous a pas coûté cher et ça nous a permis de partager avec beaucoup de monde, quoi, des choses. Voilà. Ça, c'était au printemps. Tu vois. On est en Suisse, on est à 750 mètres d'altitude. Printemps, été, jusqu'à l'automne, ça foisonne. Là, maintenant, on est en hiver. On a eu plusieurs épisodes neigeux, comme on dit. Donc, on avait 10 à 20 cm de neige. Là, c'était raide. Là, ça vient de se réchauffer, ça a fondu. Bon, on a des feuilles de violette, on a de l'allium vinéalé, de l'ail des vignes, qui pousse. Alors lui, il peut faire moins 10, il peut faire moins 15. On a eu moins 15. Lui, increvable, il reste, tu vois. Feuilles de violette, idem, pareil. On a de la porcelle aussi. La porcelle, pas de problème. Pissenlit, quelques-uns, plantain, un tout petit peu, mais on n'a pas grand-chose. Mais on reste quand même hors neige, ou alors on a fait nos provisions avant, à pouvoir tous les jours se nourrir de plantes sauvages qu'on récolte autour de nous à 750 mètres d'altitude, quoi. Tu vois. J'ai du terrain dans les Alpes de Haute-Provence, lui il est à 1000 mètres, près de Barème, au Tourjas. Là, on a Anthriscus sylvestris. Alors lui, il fait des petits bouquets en hiver, il se plaît, là, c'est super. Un petit peu de bourse à pasteur, un peu de stellaire, mais on a franchement pas grand-chose, quoi. Il y a des moments où c'est nettement plus difficile. Donc on peut tout à fait comprendre que sous nos latitudes, et en plus, quand on est un petit peu en altitude, eh bien, il fallait penser à faire des conserves, tu vois, faire des lactofermentations. Hein, tout le monde, ça se faisait couramment, les lactofermentations, et on peut faire des lactofermentations de plantes sauvages. Donc, chouette, quoi. Ça marche.
Cela dit, si moi je devais me sédentariser, parce que je me sens pas du tout l'âme d'un sédentaire, mais alors vraiment pas, toujours pas, quoi. J'arrive pas, hein. J'ai parcouru le monde, ouais, absolument. Je suis allé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, et j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Ça, c'est sûr. La Keiko a été malade, elle n'est encore pas en pleine forme, donc ça a été une année sédentaire. Ça va être encore un petit moment, un petit bout de temps sédentaire. Très honnêtement, ça me pèse quand même, ce genre de choses. Mais si je devais me sédentariser, j'irais au bord de la mer. J'irais au bord de la mer en Bretagne, là où on va donner notre prochain stage. On va donner un stage là au mois de mai. Sans doute le dernier d'ailleurs, parce que après, je veux passer le flambeau à mes élèves. Il faut accepter ses limites. C'est assez difficile pour moi d'accepter mes limites. Mais bon, on va voir. Enfin, toujours est-il que c'est Pénétin, c'est près de l'embouchure de la Vilaine, dans le Morbihan, près de Guérande, c'est la presqu'île de Guérande encore d'ailleurs. Ah, si je devais me sédentariser quelque chose, si j'étais obligé, je crois que j'irais là-bas, quoi. Parce que Oui, pour quelle raison? toute l'année, tu as des plantes. En plus, tu as les plantes de l'intérieur, tu as les plantes du littoral. Le littoral, c'est fabuleux quand même. C'est une très mince frange le long de la côte. Hein. C'est quelques mètres ou dizaines de mètres. Mais il y a des algues en plus. Il y a des animaux marins aussi. C'est les coquillages et tout ça. C'est quand même assez sympa. J'ai vu dans les personnes présentes, il y a quelques personnes de Bretagne. Donc, Ouais. en ce moment, qu'est-ce qu'on peut trouver en Bretagne comme plante? Ben, toute l'année, il y a de la criste marine. Toute l'année, il y a de l'obione. Toute l'année, il y a des arroches, de la triplex alimus. Donc ça, c'est vraiment des plantes qui sont liées C'est des au plantes, littoral. ah ouais, purement littoral, purement littoral. Après, il reste encore je sais pas comment dire, des salicornes arbustives, des salicornes vivaces, par exemple. Mais les salicornes herbacées, elles vont revenir au printemps. Et même chez les algues, d'ailleurs, il y a une algue qui est, je crois, bien connue. On l'appelle spaghetti de mer, Imentalia elongata. Une plante qui donne des structures reproductrices qui peuvent faire plus d'1 mètre de long, jusqu'à 2 mètres de long. Mais ça, en hiver, il n'y en a plus. Il faut attendre le printemps et elles vont pousser. Donc il y a aussi une saisonnalité au bord de la mer. Tout n'est pas présent tout le temps non plus. Et c'est ça qui est très bien aussi comment dire, quand on s'intéresse aux plantes sauvages, quand on veut récolter, enfin se nourrir avec des plantes et quand on veut explorer, c'est qu'on est toujours surpris, quoi. Où qu'on aille, quel que soit le lieu et quelle que soit la saison, ça va être différent. Ça, c'est chouette, j'aime bien. J'aime bien la saisonnalité. Keiko est japonaise, donc pour les Japonais, la saisonnalité, c'est essentiel. C'est essentiel. Le principal caractère de la cuisine japonaise, c'est pas le sushi, c'est la saisonnalité. Ouais, donc ça change. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, j'ai une petite question Oui. là. Stellaire, oui, c'est bien le mouron des oiseaux. Quand François parle de stellaire, c'est bien le mouron des oiseaux, mouron blanc, c'est la même chose. Alors, oui, alors moi, j'aime pas trop utiliser le terme de mouron blanc, parce que c'est comme j'aime pas trop utiliser le terme de lierre terrestre, parce que la plupart des gens font pas gaffe, et j'ai même vu, je sais pas, de mes élèves enseignants, pas avec le mouron, ils l'appellent stellaire en général, parce que c'est plus, voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais le lierre terrestre, par exemple, il y a des gens qui disent lierre. Ah non, lierre terrestre et lierre, c'est pas la même chose. De même que mouron des oiseaux, c'est pas la même chose que mouron rouge. Même si à l'origine, le nom de Myre, qui est un nom germanique, s'adressait effectivement à la stellaire moyenne. Hein. Encore, il faudrait être précis, dire stellaire moyenne, parce que c'est stellaria media. Toutes les stellaires ne sont pas bonnes. Hein. Mais là, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là, hein, les uns, les unes et les autres. Si j'ai une demande à vous faire, un conseil à vous donner par la même occasion, c'est soyez précis. Soyez précis et utilisez les noms latins de façon systématique. Ne les utilisez pas forcément avec les autres si vous ne voulez pas paraître pédant ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des noms latins, qui ont vraiment peur des noms latins, et ça c'est dommage. Mais vous, qui nous voyez, nous entendez et tout ça, et qui êtes dans le mouvement, eh bien, utilisez les noms latins de façon à être précis, quoi, mais vraiment hyper précis. Pour différentes raisons. Parce que déjà, pour ne pas vous empoisonner, pour ne pas empoisonner vos voisins, sauf si hein, on a des moyens hein, quand on connaît les plantes. Mais il faut le faire à bon escient. Mais
déjà pour savoir exactement ce que vous rencontrez et en particulier ce que vous ramassez, ça c'est indispensable, mais également parce que il est très très important d'être précis dans le monde, et ce qui fout le bordel en ce moment dans notre société, enfin l'une des choses qui fout le bordel, c'est le flou, c'est l'imprécision. Et on le voit avec Internet. Internet, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Ça part dans tous les sens. Arriver à trouver des informations fiables sur Internet, faut connaître, hein, faut choisir ses sites. N'est-ce pas, Nathalie? Non, mais c'est vrai, je le dis Ah parce que, ben, c'est parce que clair, si, ben, le tout dans la reconnaissance des plantes, c'est l'observation et l'observation des petits détails. Moi, je parle toujours de regard amoureux parce on cherche tous les détails, voilà, et en même temps, on tombe amoureux des plantes quand on les regarde de près. Mais c'est les détails qui font la différence. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dire, bah, l'entrisque sylvestre dont tu as parlé tout à l'heure, cerfeuil des bois, c'est avec les détails qu'on va pouvoir le différencier d'une apiacée toxique, etc. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas seulement la botanique, ce sont toutes les informations qu'on transmet. Tu vois, moi je vois tellement, en particulier quand on parle de propriétés médicinales des plantes, là c'est extrêmement compliqué et pas toujours très juste. Ou la notion de plante toxique, je veux dire, tu vois, par exemple, les gens parlant de la berce du Caucase disent c'est une plante toxique. Non, la berce non, du Caucase n'est pas une plante toxique, ouais. c'est une plante comestible. Là-bas, ils la mangent. D'ailleurs, dans le Caucase, on la consomme, souvent lacto-fermentée, mais c'est une plante photodynamisante, photosensibilisante. C'est pas la même chose. Et Oui, notre donc ça berce, veut dire, pour ceux qui connaissent pas le terme, ça veut dire que quand on a le jus de la plante sur la peau et la peau au contact avec le soleil, c'est là qu'il y a une lumière, photo égale lumière, sensibilisation, c'est-à-dire on peut avoir des réactions allergiques en fait, qui vont jusqu'à des... Ce ne sont pas des réactions allergiques en fait. Si on veut être précis, justement, c'est là où tu vois, dans nos formations, on va vraiment au fond des choses et on parle beaucoup de chimie. Beaucoup de chimie et beaucoup de médecine aussi, tu vois, de physiologie plus exactement, pour être plus exact, puisque je demande de l'être. C'est-à-dire que ces furanocoumarines, ces substances qui sont des furanocoumarines, qui sont des molécules qui sont relativement proches des coumarines de la spirule odorante ou du mélilo, par exemple. Hein. Qui donne ce côté vanille à ces voilà, mais rien à voir parce qu'il y a c'est une autre molécule avec un noyau furane qui fait que ce sont des furanocoumarines. Et ces furanocoumarines n'ont pas du tout le même effet que la coumarine. Elles ont pour effet de venir d'être excitées par les UV et de venir se mettre dans l'ADN et de provoquer ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire de tuer les cellules. Donc il y a une nécrose. C'est une nécrose au niveau du derme, tu vois, oui, donc c'est pour ça que ça ressemble à des brûlures. l'effet, qui est lié à l'action des UV sur la molécule en question. C'est spécial, hein. Mais quand on étudie les effets des plantes, justement à travers la chimie et à travers la physiologie, on apprend des trucs, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Déjà, la physiologie humaine en soi, c'est extraordinaire et il faut la connaître. Quand on veut manger des plantes, on doit quand même savoir ce qui se passe dans son système digestif. C'est indispensable. Quand on veut se soigner avec les plantes, ou encore mieux, pire ou mieux, je ne sais pas, mais soigner d'autres personnes avec les plantes, on doit vraiment savoir exactement ce qui se passe. Or, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Dans bien des cas, on ne sait pas ce qui se passe. Je prends un exemple. Là, mon prochain bouquin, ça va être un bouquin sur les propriétés nutritionnelles des plantes. J'avais écrit un petit guide à une époque, mais là, ça va être carrément tout un bouquin qui va tourner autour de ça, présenter un certain nombre de plantes qui ont des propriétés nutritionnelles particulières, et en étudiant tous les nutriments les uns après les autres, et puis en débuguant les trucs, quoi. En débuguant les trucs, tu vois. On nous raconte des choses pas possibles, genre par exemple sur les oligo-éléments, tu as des troubles du sommeil, ben prends de l'or, de l'argent et des machins comme ça. Non, c'est pas juste, et ça peut même être carrément dangereux, tu vois. Ou énoncer quelques vérités qui sont intéressantes, comme
les feuilles vertes de tous les végétaux renferment des protéines qui sont équilibrées en acides aminés essentiels, donc qui ont la même valeur que les protéines animales, alors qu'on nous rabat les oreilles depuis longtemps avec « Ah, mais les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales ». Ce qui est vrai pour les organes de réserve, les protéines des organes de réserve, comme les graines des légumineuses ou les grains des céréales. Ouais, ces protéines, effectivement, elles manquent d'un acide aminé essentiel. Pour ça aussi que traditionnellement, dans toutes les cultures néolithiques, on les combine. Mais si vous mangez des feuilles d'ortie, des feuilles de berce, des feuilles d'égopode ou d'alière ou ce que vous voulez, des feuilles vertes, eh bien vous ingérez des protéines qui sont complètes, c'est-à-dire qui sont équilibrées en acides aminés essentiels, qui ont la même valeur que des protéines de viande, d'œufs ou de poisson. Quand même un truc de fou, on le sait, ça fait 40 ans qu'on le sait, ça fait 40 ans qu'on le sait, ce truc-là, tu vois. 40, Ouais. même Donc il n'y a pas que l'ortie, parce que 81. généralement on parle d'ortie, mais il n'y a pas que l'ortie. Ouais, mais on parle des orties parce que j'ai parlé des orties. Ah. Eh ouais, Ouais. parce que bah, j'ai fait la promo de l'ortie et tout, tu vois. Et les gens, ils ont retenu l'ortie, mais je parle des feuilles vertes en général, ce qu'on appelle les protéines foliaires, tu vois. Ouais. C'est voilà, c'est une équipe le professeur Cosse était à Grignon, bon, qui travaillait sur comment remplacer la dépendance française au soja en utilisant des protéines de luzerne. Ouais. Des protéines foliaires de luzerne. Ils ont fait tout un travail là-dessus. Protéines foliaires de luzerne, ouais. Protéines de feuilles de luzerne. Donc, ils ont fait tout un travail dessus et c'est passionnant. J'ai eu l'occasion de discuter avec ce monsieur à l'époque en lui demandant est-ce qu'on peut extrapoler à toutes les feuilles vertes, mais il m'a dit mais oui, tous les essais qu'on a fait avec toutes les feuilles possibles et imaginables montrent ça, quoi. Et quelque part, c'est logique. T'as raison, je vais en faire autant. Je vais en faire autant après. Mais donc pour dire que voilà, il y a des bases de connaissances et de connaissances scientifiques, on va dire, qui sont méconnues ou qui sont mal comprises dans certains cas, et qui fait qu'on va raconter toutes sortes de choses, ou que parfois on ne va pas dire des choses intéressantes, comme dans le cas de ces protéines foliaires, quoi. Alors, j'ai entendu suffisamment de nutritionnistes prendre le contre-pied en disant « Bah oui, mais écoutez, regardez qu'est-ce qu'on mange comme feuilles vertes, de la laitue à iceberg et du blanc de poireau. » Mais non, mais c'est vrai, beaucoup de gens, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de gens ne mangent pas beaucoup de feuilles vertes. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être des épinards, ça va être des feuilles de blette, ça va être de l'oseille. Ah oui, mais mauvais choix. Ces trois plantes, elles renferment des oxalates. Elles renferment des oxalates, ces plantes. Or, les oxalates se combinent avec le calcium du sang pour, d'une part, séquestrer le calcium, donc il peut y avoir des manques de calcium qui a quand même une fonction métabolique extrêmement importante, et d'autre part, provoquer des cristaux d'oxalate de calcium, des solides ioniques d'oxalate de calcium, donc voilà, des petites concrétions qui risquent de provoquer des calculs et de boucher les reins, quoi, de bloquer les reins. C'est pas génial. Mais nous, qui connaissons les plantes sauvages, on va aller en choisir à foison, et comme on connaît celles qui contiennent des oxalates, comme les kénopodes, comme les amarantes, comme justement les oseilles, les amarantacées, les polygonacées en général, les oxalidacées bien sûr. Donc on les évite. Si on mange de la berce, si on mange de l'égopode, si on mange des orties, si on mange de la mauve, si on mange des feuilles de violette et tout ça, on n'a a priori pas de principe antinutritionnel là-dedans. Tu vois ? Il y a d'autres plantes qui renferment du tanin, par exemple. Alors, du tanin, les petites quantités de tanin, c'est très bien, mais les trop grandes quantités de tanin, ça va bloquer les minéraux, par exemple. Tu vois ? Ça va chélater certains minéraux, les rendre indisponibles. Donc, il faut connaître tout ça, il faut comprendre tout ça. Ramasser des plantes parce qu'on aime ça, parce que ok, c'est très bien, mais
Quand on en mange de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais si on devient un petit peu accro à la chose, je ne sais pas, enfin qu'on a vraiment envie d'en manger régulièrement, eh bien, il y a vraiment intérêt à savoir très précisément ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on propose d'expliquer aux gens, quoi. C'est ce qu'on explique dans nos stages ou dans nos formations, parce que, comment je peux dire, je vais prendre l'exemple des plantes médicinales. Les plantes médicinales, ok, très bien, c'est bien, mais les plantes médicinales ont un effet parce qu'elles bousculent l'organisme. S'il y a une maladie, c'est que l'homéostasie a été, comment dire, déséquilibrée, si je peux dire ça, comme ça. Voilà, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, et le corps, par homéostase, il va rétablir l'équilibre. Ok. Et dans bien des cas, ce que font les plantes médicinales, c'est qu'elles vont agir sur l'organisme d'une façon qui va favoriser ce retour à l'équilibre. Parce que, au final, globalement, c'est notre système, c'est notre organisme lui-même qui est la première force de guérison. L'effet placebo, c'est très bien, ça marche. D'ailleurs, il ne faut pas du tout le négliger, l'effet placebo. Et puis, l'effet du médicament, si on peut le prendre en compte, c'est très bien, effectivement, bien sûr. Mais au final, c'est quand même notre organisme qui va faire l'équilibre. Et la plante médicinale ou le médicament, dans d'autres cas, va, comment dire, modifier, comment je peux dire, modifier le métabolisme de l'organisme de façon à ce que comment dire, les systèmes normaux reprennent le dessus. Voilà. Mais si on prend des plantes médicinales de façon régulière sans qu'il y en ait besoin, eh ben, ça provoque des déséquilibres. C'est pas une bonne chose. Les plantes médicinales, moi, quand je parle de la toxicité, je vois un éventail. Les plantes qui sont du côté de la comestibilité totale, c'est-à-dire on peut en consommer des quantités sans avoir de problème, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont de ce côté-là de l'éventail. Les plantes qu'on considère comme des plantes toxiques, mortelles, comme aconite, ciguë, élan de safrané, laurier rose et autres belladone ou datura, elles sont de ce côté-là. Et voilà, même un organisme en parfaite santé mourra très rapidement parce que voilà, ça va bloquer, dans bien des cas, ça va agir comme ça bloque par exemple les neurotransmetteurs. Donc, quand le système respiratoire n'a plus le signal que la musculation involontaire doit se mouvoir, ben on meurt d'asphyxie. Pour prendre cet exemple. Voilà. Donc là, les choses sont claires. Mais vers le milieu, par là, on a des tas de plantes. Et là-dedans, il y a toutes les plantes médicinales et même les plantes condimentaires. Le thym, par exemple, il y a. Alors, est-ce que c'est une légende botanique ou non? Enfin, je l'ai vu dans des rapports, mais voilà, je n'en connais pas la source première parce que très souvent, on remarque qu'on reprend des informations. Mais en tout cas, j'aime bien, même si c'est une histoire, c'est quand même assez intéressant. Des bonnes sœurs dans un couvent qui ont été hospitalisées pour une hépatite et ce qu'on a trouvé en commun avec toutes ces bonnes sœurs, c'est que tous les soirs, depuis 15 ans, elles consommaient de la tisane de thym. Et ça me paraît complètement plausible, cette histoire, parce que 15 ans à boire de la tisane de thym, ça te fout le foie en l'air. Donc, ça te crée une hépatite, c'est complètement logique. Ce sont des molécules, les molécules du métabolisme. Dans les plantes, il y a un métabolisme primaire et secondaire. Métabolisme primaire, c'est on fabrique ce qui sert à la plante à se nourrir, à ce qui nous sert à nous nourrir. Protides, glucides, lipides, en gros, on va dire. Et ensuite, le métabolisme de la plante, c'est des millions et des millions de molécules qui n'ont pas forcément de fonction particulière chez la plante. Surtout, attention à ne pas faire de finalisme, c'est-à-dire la plante fabrique ses métabolismes secondaires pour se protéger de ses prédateurs. Ça ne se passe absolument pas comme ça.
Dans l'évolution, c'est pas comme ça. Il y a des tas de choses qui se passent et qui sont ensuite entretenues par l'évolution si elles présentent un avantage évolutif et en tout cas qu'elles n'ont pas comment dire, qu'elles n'ont pas un coût excessif par rapport aux avantages qu'elles procurent à la plante. Donc, si certaines molécules permettent à la plante de ne pas se faire bouffer par des prédateurs quels qu'ils soient, eh bien, c'est un avantage évolutif manifeste, donc il est transmis de génération en génération. Mais la plante ne produit jamais des molécules pour se protéger. Ça, c'est important. Et ça, on insiste bien dans nos formations là-dessus, pour que vous pensiez. Penser juste, c'est fondamental. On ne peut pas refaire le monde si on ne pense pas. T'as un petit changement au niveau du micro, ta voix, elle a baissé là. Ah bon, j'ai rien fait du tout. Là, ça y est, ça va mieux. Ouais. C'est peut-être ma voix simplement. Attends, je bois un coup parce que... Oui, donc il y a bien cette notion, il n'y a pas une plante... la toxicité, c'est vraiment relatif en fonction de plein de facteurs. Et, exactement. Souvent, on dit, oui, mais attention, pas toucher à cette plante. Et c'est un peu comme le café, je dis souvent. Si vous buvez du café tous les jours et des litres par jour, c'est pas bon. Par contre, un café de temps en temps... Nathalie, voilà. je vais dire, pour moi, non mais attends, pour moi, le café est une plante toxique. Vraiment. Je suis tellement hypersensible à la caféine que quand moi, j'en bois pas non plus. Quand je bois du café, je me mets à trembler. Je deviens extrêmement nerveux. Pour mon environnement, pour les gens qui m'environnent, c'est pas un bon plan, ça. En plus, c'est terriblement diurétique. Tu vois, j'ai envie de faire pipi toute la journée. Moi, je le ressens vraiment très fort comme ça. Il y a des personnes qui se sont accoutumées au café et qui ne peuvent pas se réveiller le matin, se réveiller après le repas ou même parfois aller dormir sans avoir bu du café. Il y a une accoutumance, il y a un phénomène d'accoutumance. C'est vrai. OK. Bon, je pense que sur les longs termes, c'est probablement pas une excellente chose, mais il y a des gens qui vivent comme ça. OK. C'est certainement pas ce qu'il y a de plus dramatique par rapport à d'autres, je sais pas, par rapport au sucre, par exemple, bien sûr, ou aux amidons. Les amidons, terribles les amidons, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose qui est né avec l'agriculture. Ce modèle alimentaire basé sur l'amidon. Alors que notre modèle alimentaire, normalement, il est basé beaucoup plus sur les lipides et les protéines que sur les amidons. Voilà. Et surtout, sur une alimentation extrêmement riche en micronutriments. Tu sais. Et une chose qui fait dire ça, c'est la vitamine C. Les primates ne fabriquent pas de vitamine C. À part les cobayes, on est les seuls à ne pas fabriquer de vitamine C. Pourquoi ? Parce que dans l'alimentation normale des primates, il y a tellement de vitamine C que c'était justement un avantage évolutif que de garder de l'énergie en ne fabriquant pas de la vitamine C pour d'autres processus. Il n'y en avait pas besoin. Voilà. Donc nous, quand on a un manque de vitamine C, un manque grave, on a le scorbut. On peut en mourir. Donc c'est quand même très grave. La vitamine C, c'est fondamental et on en a besoin de grandes quantités. Et tous les jours, on ne la stocke pas. Tu vois ? Mais la plupart d'entre nous et d'entre vous qui me voyez maintenant, là, très certainement, vous êtes en sous-40. Peut-être pas si vous mangez régulièrement des plantes sauvages. Peut-être pas. Vous, justement pas. Mais la plupart des Occidentaux, l'OMS le clame haut et fort, est en sous-carence de vitamine C. Vitamine D aussi, fer également. Mais vitamine C, on voit réapparaître du scorbut en Europe, hein, même dans des milieux aisés. Hein. Des enfants qui se nourrissent absolument pas, qui n'ingèrent pas d'aliments qui leur apportent de la vitamine C. Ça existe, quoi. Donc, ça veut dire que les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, les antioxydants aussi,
sont absolument indispensables à notre bon état de santé. Et ça, les plantes sauvages, ça marche bien pour ça. Globalement, ça marche bien. Encore une fois, il y a des contre-indications, plantes oxalates, plantes tannin, par exemple, qui vont bloquer l'apport en vitamines et en minéraux. Mais de temps en temps aussi, il y a des choses qui sont intéressantes, des synergies, comme le fait, par exemple, de consommer des plantes qui sont riches en fer et qui sont riches en vitamine C. La vitamine C à haute dose permet des voies métaboliques au niveau de l'absorption intestinale pour que le fer puisse être absorbé de façon différente du fer héminique, donc du fer, du fer animal. Voilà. Et on dit que le fer végétal n'est pas bien absorbé. Oui, et même chose, dans les lentilles, il y a beaucoup de fer, mais il n'est pas absorbé, il n'y a pas de vitamine C. Donc il faudrait manger des lentilles avec des cachets de vitamine C. Si on mange des feuilles de pissenlit, par exemple, ou d'ortie, pour parler d'elle encore une fois, eh bien, on a à la fois des quantités de fer qui sont importantes et des quantités de vitamine C qui sont importantes. Donc, on peut supposer que le fer sera mieux absorbé du fait de la présence de vitamine C. Mais il faut comprendre tous ces processus. Et là, dans le pissenlit, a priori, il n'y a pas de tanin, il n'y a pas d'oxalate, il n'y a pas de facteurs antinutritionnels, il y a des lactones sesquiterpéniques, qui donnent ce goût amer, mais a priori, ça n'a pas d'incidence sur l'absorption des minéraux. Donc, logiquement, ça doit être bien. Par contre, il faut une chose qui est indispensable, pas seulement quand on s'intéresse aux plantes, mais d'une façon générale par rapport à la vie, c'est l'humilité. C'est être capable de dire, je pense que probablement, du fait de ce que je perçois et ce que je comprends, ça doit se passer comme ça, mais ne jamais dire, c'est ainsi, quoi. Ne jamais avoir de certitude, ça n'existe pas. François, il y a... Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous voyez les problèmes de connexion aussi? Moi, je vois François, je l'entends un peu haché. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Ah bon? Oui, continue à parler pour voir si ça continue. Ah, mais je veux bien continuer à parler. Ah oui, ça y est, ça a l'air d'être passé. Je ne sais pas quel micro fonctionne. Est-ce que c'est... Attends, on va faire un extrait. Non, là, c'était un autre problème. Donc, c'était un problème de connexion, je pense. Peut-être qu'il y a... il y a quelque chose qui est passé autour de toi, mais ça a l'air d'être... J'ai la fibre Non, ça passe bien. Bon, chez les autres, ça passe bien. C'est chez moi, peut-être. Pourtant, je suis, pour une fois, à un endroit où il y a un bon réseau. Bon, excusez-moi. Excuse-moi de t'avoir interrompu, François. Ah, mais écoute, non, mais s'il y a des personnes qui ont des questions précises, ça peut valoir la peine de les poser. Oui, tout à fait. Alors, déjà, tu nous as donné un conseil tout à l'heure, là, mais j'avais envie de te poser la question. Les personnes... en fait, ce qui m'est renvoyé le plus souvent, c'est je connais quelques plantes, mais j'ai peur, en fait. J'ai peur de me tromper. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ces personnes-là qui ont envie d'aller vers les plantes, qui ont envie de cueillir, de cuisiner, manger des plantes, mais qui n'osent pas? D'aller avec quelqu'un qui connaît. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors de s'inscrire à ma formation à distance ou à ma formation en ligne, et puis qu'on travaille ensemble, et puis qu'on leur apporte tous les éléments pour que ces personnes sachent exactement ce qu'il faut, parce qu'on les pousse et on les lâche pas, tu vois. Parce que c'est la seule solution, c'est être rigoureux, tu vois. C'est pas se contenter de plantes nettes. C'est aller utiliser la flore de Coste. Commencer avec plantes nettes, oui, bien sûr, pour savoir où on est, mais systématiquement aller vérifier les indications que donnera l'application sur la flore de Coste en lisant. Il faut acquérir du vocabulaire, il faut commencer par la terminologie, il faut bien savoir décrire les plantes, il faut savoir lire
une description des plantes, ça va dans les deux sens. Ensuite, il faut savoir utiliser des clés pour pouvoir discriminer les fameux détails dont tu parlais tout à l'heure, faut les suivre. Et c'est pas un truc qui provient comme ça d'en haut, quoi. Non. J'ai parlé de rigueur, je parlerai de travail aussi. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de travailler pour se nourrir. Certes, bien sûr, mais en même temps, c'est, comment dire, ces gens, je parlais de ces gens du Paléolithique, par exemple, ou d'autres personnes que j'ai rencontrées dans différents coins du monde et qui vivent véritablement proches de la nature, si on veut dire ça, en tout cas proches des plantes, ça c'est sûr, eh bien, ils ont une connaissance qui est extrêmement rigoureuse, mais qui provient d'un travail depuis leur enfance. Ils sont nés là-dedans, ils ont baigné là-dedans. C'est une sorte de science infuse, si on veut dire ça comme ça. Donc, c'est exactement la même chose qu'apprendre une langue. Un petit enfant, jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, il apprend une langue sans rien faire. Il apprend 2 langues, 6 langues, sans rien faire. Après, c'est plus difficile. Après 12 ans, il faut commencer à zéro et les adultes. Donc, c'est terrible, c'est difficile pour les adultes d'apprendre. Donc, ce qu'on n'a pas en facilité, il faut le compenser par par la quantité et la précision de son travail. Voilà. Est-ce que, alors là, je vois quelques questions, je suis en train de les noter. Est-ce que tu veux présenter ta formation dont tu nous parles depuis tout à l'heure rapidement, et puis après je note les questions et puis on va y répondre. Oui, ben oui. Bah, que j'explique un petit peu la chose et mon parcours concernant les formations. Moi, j'ai commencé à enseigner les plantes en 1975 de façon officielle. Je le faisais déjà avec des amis ou de façon informelle depuis une dizaine d'années pratiquement. Voilà. Mais à un moment, on m'a demandé de le faire. J'étais aux États-Unis, je sortais des bois, j'étais aux États-Unis, et puis on m'a demandé de le faire. Et puis voilà, je suis rentré en France, on m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. Et puis voilà, j'ai développé ça et j'aime beaucoup partager avec les gens. Et le travail sur le terrain, c'est vachement important à faire. Mais il y a une chose qui me manquait, c'était de pouvoir travailler régulièrement, en profondeur, avec des personnes pour pouvoir leur donner vraiment les moyens de développer leur relation avec les plantes pour ensuite partager avec d'autres personnes. Et donc, après ces stages, et puis il y avait aussi une frustration quand même, avoir des gens super sympas qui, comment je peux dire, qui revenaient des fois, mais après, que je ne voyais plus forcément. Donc, il y a 15 ans, j'ai voulu rendre la chose un peu plus dense, et monter une formation sur 3 ans. C'est là que j'ai fondé ce collège pratique d'ethnobotanique à côté de Lyon, à Brinda, qui avait lieu en présentiel et avec des cours régulièrement on commence par justement, je parlais tout à l'heure de l'identification des plantes, de la terminologie, des termes qu'on utilise pour nommer les plantes. Ensuite, on parlait de nomenclature, comment est-ce qu'on nomme les plantes, de l'étymologie, parce que savoir d'où provient le nom d'une plante, c'est génial, parce que ce sont des tas d'anecdotes et ça crée un lien et on s'en souvient. Et justement, on se familiarise avec le latin, on n'en a plus peur après. Voilà, la classification, comment est-ce qu'on classe les plantes, parce que c'est indispensable de pouvoir classer pour s'y retrouver dans ce monde qui paraît un petit peu effrayant quelque part. Voilà. Et puis après, aller systématiquement, et j'insiste sur le terme, systématiquement étudier les plantes sauvages comestibles, systématiquement étudier les plantes toxiques, comprendre pourquoi les plantes sont toxiques, donc introduire des éléments de chimie, étudier les différentes plantes médicinales par exemple, mais aussi essayer de comprendre comment se situent
donc les relations entre l'homme et les plantes, et la relation la plus importante entre l'homme et les plantes, c'est l'agriculture. Enfin, ce qui a le plus modifié notre société, notre façon de vivre, c'est l'agriculture, qui est à la base un type de relation, de domination en l'occurrence, un type de relation de l'homme avec des plantes. Donc, comprendre comment l'agriculture a modifié notre société et comment ça se fait que nous vivons comme nous le vivons à l'heure actuelle. Mais voilà, d'autres choses. Comment est-ce que les autres hommes dans d'autres cultures vivent leur relation aux plantes? Donc, introduire la notion d'ethnobotanique, ethnos, le peuple, hein, voilà, et botanique, la plante, mais également voilà, d'ethnologie, comment dire, d'anthropologie, ça, comprendre un petit peu comment les choses se passent à travers la planète. Étudier aussi les plantes qu'on trouve quand on va voyager à gauche à droite. Tout le monde voyage plus ou moins dans différents coins et se retrouve avec, enfin, confronté à des plantes, même ici d'ailleurs, quand on va au supermarché, on voit des tas de plantes nouvelles qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc comprendre un petit peu, voilà, c'est ça mon but, quoi, c'est élargir le plus possible la relation entre l'homme et les plantes, et puis voilà, comprendre les plantes médicinales, comprendre la façon dont notre organisme fonctionne. Voilà. Donc tous ces éléments, on les présente l'un après l'autre de façon, comment dire, théorique et pratique en même temps. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Maintenant, du fait que on peut moins donner comme je le disais tout à l'heure, on va moins donner de stages sur le terrain, du fait que j'ai formé quand même 200 élèves depuis 15 ans, hein, pas rien. Il y en a qui se sont mis à travailler aussi. Et puis voilà, mon idée maintenant, c'est d'ouvrir cette formation parce que je pouvais accepter que 20 personnes tous les 2 ans. Cette formation sur 3 ans qu'on commençait tous les 2 ans. Donc, sur 15 ans, ça a fait du monde, bien sûr, mais maintenant, bah, j'arrive quand même à un âge où je me pose des questions, et une des questions que je me pose, c'est celle de transmettre, de la transmission. Voilà. Donc, j'ai envie de travailler avec une équipe que je suis en train de monter, et ça marche bien. Et donc, en plus, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune informaticien qui montait des sites internet et qui m'a proposé de refaire mon site. Il a mis du temps parce que pour moi ça tournait, ça roulait, mais ça tout allait bien. Mais il a réussi à me convaincre que c'était une façon intéressante de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, n'est-ce pas Nathalie? Ce que tu fais fort bien. Et je me dis ouais, pourquoi pas. Et donc il l'a fait, et puis après on s'est dit, on va compléter notre enseignement en présentiel par un enseignement par le CPE en ligne, mais en complément de la formation en présentiel. Et puis arrivent maintenant ces problèmes de santé qui font qu'on doit revoir les choses. Et l'une de nos, comment je peux dire, l'un de nos points de vue dans la vie, je dirais, ça a été toujours, quand il y a une situation délicate, douloureuse, difficile, de voir comment on peut faire pour qu'en fait, on se rend compte que finalement, ça nous apporte quelque chose, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet d'aller plus loin. Et là, en l'occurrence, très manifestement, de mettre notre formation en ligne, ça va nous permettre de toucher beaucoup plus de personnes qu'on ne le faisait avec notre formation en présentiel où on était très limité. Et donc l'idée, voilà, c'est de profiter de cette problématique pour essayer de faire de notre mieux. C'est très challenging, comment on dit ça en français? C'est un vrai défi, quoi, que d'arriver à faire passer par l'informatique des éléments profondément sensoriels, émotionnels. Mais je crois qu'on y arrive pas mal parce que Ivan, il s'appelle, il est vraiment très très fort, il est vraiment très très bon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il s'est pris de passion aussi pour les plantes. Il m'a demandé d'intégrer le CPE, la dernière session du CPE 22, donc il en fait partie. Et
c'est à la suite de ça et de la façon dont les choses se sont développées qui m'a proposé de le faire. Donc, il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça marche très bien. Ce qui veut dire que dans notre formation, il y a des cours, il y a des vidéos. Toutes les vidéos que je donnais en présentiel au groupe, je les ai enregistrées. Donc voilà, je suis là. Il y a les cours en plus. Et puis, il y a des tas d'exercices, des quiz, des choses comme ça, sur les cours, d'une part, mais également pour inciter les gens à aller sur le terrain, parce que, par exemple, aller chercher une feuille de forme lancéolée, etc. Et en plus, dans cette formation, ce qui est bien, il y a vraiment des tas d'avantages, quoi. C'est que du coup, les gens, ils vont être dans une certaine mesure poussés au derrière, parce qu'il faudra avoir fait certaines choses pour pouvoir passer au cours suivant. Ce qui est logique, ce qui est normal. Mais moi, je ne pouvais pas être derrière tout le monde pour lui dire « Alors, ça y est, t'es prêt, on y va ?» Bon. Donc là, ça se fera. Et d'autre part, il y a un groupe Discord où les gens, on a déjà des inscrits, donc ça marche déjà, hein, et où les gens se retrouvent et peuvent partager ouais, tu vois, moi, je suis allé, j'ai trouvé cette plante, je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et puis, moi, je suis toujours derrière, je suis toujours là, et donc, s'il sèche, s'il cale, et ben voilà, ah, François, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais je vais faire en sorte que les gens, pour moi, ce qui est vraiment très important, deux choses qui sont très importantes pour apprendre, c'est, enfin, il y a plusieurs choses. J'ai parlé tout à l'heure de la rigueur, du travail, tu vois, de travailler avec quelqu'un qui connaît bien les choses. Mais aussi, une chose qui est importante, c'est justement de partager avec les autres et au maximum de résoudre les problèmes qui se posent par soi-même ou avec des pairs, je dirais. Mais pas d'attendre toujours que tu vois, la réponse provienne du maître, tu vois. Moi, je suis beaucoup dans ce genre d'approche, parce que moi, je suis un autodidacte. Je n'ai pas tout appris par moi-même, bien évidemment, et je suis reconnaissant à je peux dire vraiment des milliers de personnes que j'ai rencontrées dans le monde et dans différentes cultures, en particulier avec certaines qui m'ont vraiment enseigné des choses, comme mon premier maître en botanique, c'était un ancien instituteur qui était membre de la Société botanique de France et qui était poète, et il m'a appris la botanique à coups de sonnets classiques. C'est merveilleux, quand même, c'est bien, ce genre de truc. Tout le monde ne peut pas avoir cette chance, forcément. Et moi, je ne serais pas capable d'enseigner de la même manière. Je n'ai pas ces qualités poétiques, ou je ne les ai pas développées, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, au maximum apprendre par soi-même, et puis ensuite, très rapidement, enseigner. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. On est obligé d'être rigoureux. On voit les questions que se posent ces élèves. Et tu vois, même quand mes élèves commencent, débutent, eh bien, je leur dis, mais rapidement, parlez-en autour de vous, emmenez des amis, vos enfants. Quand vous avez des enfants, ça dépend de l'âge, hein. On est d'accord. Mais enseignez aux autres le peu que vous savez, vous allez voir que ce peu va s'accroître et surtout va être bien cadré et que vous serez précis dans ce que vous enseignez. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait ce contact des élèves les uns avec les autres. Et puis, en plus de ça, donc, le terrain, pour toutes les personnes qui s'inscrivent à la formation en ligne et qui le souhaitent, ils peuvent prendre contact avec certains de mes anciens élèves qui sont agréés, si l'on peut dire, enfin en tout cas en qui j'ai toute confiance, et qui vont leur montrer sur le terrain, non seulement leur faire de la botanique sur le terrain, mais vont pouvoir les suivre comme ils ont suivi les 3 ans de formation, vont pouvoir leur expliquer des choses, répondre à des questions que les gens peuvent se poser, quoi. Voilà. Voilà en gros l'histoire, quoi. Et puis en plus c'est évolutif, hein, il va y avoir des tas de choses qui vont s'ajouter. Ensuite en plus on le traduira en anglais, on va conquérir le marché anglo-saxon parce que cette formation existe nulle part ailleurs au monde, unique au monde. On a bien regardé, puis je connais bien le marché si je peux dire, les gens qui travaillent dans ces pays, puisque c'est là que j'ai commencé moi. Et j'ai des gens qui ont suivi la formation du CPE, qui sont allés aux États-Unis et qui ont expliqué ce qu'ils connaissaient. Les mecs, les gens là-bas, ils ont été sciés, quoi. Ouais, franchement, je ne peux pas dire, mais on est bon, quoi.
C'est bien de le savoir, hein. C'est bien de le savoir, non mais. Alors, il y a quelques questions là par rapport à la formation. Combien de temps elle dure et quel est son tarif? Est-ce qu'elle est éligible au CPF? Ah bah très simple. Alors ça, c'est une bonne question tout ça. Bonne question. Elle dure 3 ans, mais l'accès est à vie. C'est-à-dire que même si on veut revenir ensuite sur quelque chose, on peut y revenir quand on veut. Une fois que les cours sont débloqués, c'est bien. Voilà. Mais maintenant, il y a un suivi. Comment dire, son coût, c'est 5 970 €, si je ne m'abuse. Voilà. Ça, c'est une chose. Elle n'est pas éligible au CPF parce que ce n'est pas encore une formation certifiante. On n'est qu'alliopisé. Donc, il y a une prise en charge possible par les OPCO. Il y a une prise en charge par par son entreprise. Il faut aller discuter le bout de gras avec son ou sa RH, hein, comme on dit dans le milieu. Si vous avez de bonnes raisons, nous, on a souvent des gens qui se sont fait financer en tout ou partie leur formation par des entreprises, ça dépend dans différents cas. Il faut voir au coup par coup, mais avec les OPCO, ça marche. Il faut trouver l'OPCO dont vous dépendez, comment je peux dire, il faut chercher, on a sur notre site, hein, Oui, j'ai mis le lien vers la formation dans le chat, là, si vous voulez voir. Et puis, je mettrai aussi pour les personnes qui regardent en replay, je mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous le trouvez là, vous pouvez aller voir la description de la formation. Donc, ben, c'est une formation qui n'est pas donnée, mais elle concentre le savoir de 50 ans de travail, de recherche. On peut dire ça. Il y a d'autres intervenants aussi, hein. Il y a aussi d'autres personnes qui travaillent avec moi et c'est aussi un concentré de leur savoir, hein. Je suis pas, d'abord, je connais pas tout et puis voilà, je suis pas le seul à intervenir. C'est important ça. Mais mais j'aimerais bien qu'elle devienne certifiante aussi cette formation. On va travailler là-dessus maintenant parce que les personnes qui veulent. Alors, il y a déjà, parmi mes anciens élèves, même quand la formation n'était pas professionnalisante, et ce qui est le cas là, immédiatement maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont développé leur propre, comment je peux dire, leur propre structure, leur propre structure d'enseignement, leur propre métier, à partir des cours. Et il y a de quoi. Et il y a de quoi, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Et si vous avez un projet professionnel, on vous accompagne dans votre projet professionnel. Ça, on sait faire. Là aussi, on n'est pas mauvais. Mais ce qu'il y a, c'est que par la suite, on voudrait créer une véritable profession, un véritable métier. C'est vraiment important, je trouve. Il y a beaucoup de demandes et il faut encadrer bien comme il faut cette demande, Voilà. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent, comme je l'ai dit au début, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à mieux comprendre le monde, parce que c'est important, ces clés, Je veux dire, au début, on a envie de manger des plantes parce que on se sent attiré. Puis moi, je le comprends. Hein, je veux dire, toute ma démarche, ça a été ça. Et puis plus ça va, plus je me suis posé des questions. Et les plantes m'ont apporté des éléments de réponse. Un truc, je vais me faire un petit coup de pub là pour mon bouquin. Ce que les plantes ont à nous dire. Que j'ai publié au Lien qui libère, c'est ce fameux bouquin là, à l'époque Covid, ce que les plantes ont à nous dire. Et je pense que c'est intéressant pour comprendre un petit peu, comment je peux dire, ma vision, si l'on peut dire, des rapports entre l'homme et les plantes et de ce qu'on peut en retirer dans sa vie quotidienne, Parce que mon but, je vous le dis directement, c'est de faire en sorte qu'au niveau qu'au niveau de notre société, qu'au niveau de notre monde, on mette les plantes au centre de notre vie. Ça me paraît complètement normal. Les plantes, tu sais, on dit beaucoup, voilà, il faut maintenant apprendre à
à prendre en considération d'autres êtres vivants qu'uniquement l'être humain. Ben oui, moi, il me semble que c'est quelque chose qui est juste fondamental, que c'est la première fois quand même dans notre histoire aussi qu'on est tellement éloigné d'autres êtres vivants que nous, et d'être capable d'arriver à leur donner une place. Et c'est des trucs qui peuvent être très simples. Par exemple, dans son jardin, je disais tout à l'heure, les plantes, les mauvaises herbes dans un jardin, c'est la nature qui se manifeste. Parce qu'un jardin, c'est jamais qu'une parenthèse entre deux forêts. Donc, si on ne fait rien du tout, les mauvaises herbes vont se développer, comment dire, le jardin va devenir une friche, les arbres de lumière vont arriver, puis les arbres d'ombre, et on aura finalement une forêt climatique en quelques dizaines d'années. Donc, une forêt climatique aura peut-être un peu plus de quelques dizaines d'années, une véritable forêt dans quelques dizaines d'années déjà. Donc, c'est une réalité. Donc, si on a conscience de ça, on ne voit plus ces mauvaises herbes comme des plantes sur lesquelles il faut mettre du Roundup pour s'en débarrasser parce qu'elles nous envahissent. Ça, je pense que tous les gens qui nous écoutent ne font plus déjà ça. Mais on va plus forcément les plantes considérer comme toutes des plantes à arracher pour justement éviter qu'elles viennent se mettre partout, à partir du moment où on en aura reconnu certaines, de la stellaire, du laitron, justement, Gallicia dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va se dire, ouais, ça, c'est des bonnes plantes, c'est des plantes intéressantes pour en faire de la soupe, de la salade, des trucs comme ça. Mais là, on est encore dans une vision utilitariste. On est encore dans la domination. On est encore à se dire, eh oui, je vais laisser ces plantes parce qu'elles m'apportent quelque chose. Vous savez, c'est un petit peu comme cette histoire des nuisibles. On en parle, je viens de recevoir un mail encore là-dessus. On parle beaucoup des nuisibles et il y a des voix qui s'élèvent pour dire, bah, attendez, c'est un peu, quand même un peu anthropocentriste, l'histoire des nuisibles. Voilà. Et ben moi, je dis, vous voyez, avec les mauvaises herbes, à partir du moment où vous êtes capable de laisser venir dans votre jardin une mauvaise herbe, une plante spontanée, qui n'est ni comestible, ni belle, qui présente aucun intérêt pour vous, voyez, que vous trouvez moche même, et simplement que vous serez capable de la laisser vivre dans votre jardin simplement parce qu'elle est là, parce qu'elle est spontanée, et que du coup, vous reconnaissez son existence, et que vous respectez son droit à être là, purée, vous aurez fait un progrès, mais c'est phénoménal. C'est quelque chose de vachement important, ça. Eh ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a Oui, c'est beaucoup de sûr. réticences à vaincre, tu vois. C'est marrant, hein, c'est marrant. Mais après, écoutez bien ce que je vous dis, hein, je suis pas en train de vous dire, faut laisser votre jardin se transformer en une friche et les arbres pousser au milieu de votre salon. Pas forcément, moi-même je le fais pas, vous voyez. Mais pensez constamment à l'équilibre que vous pouvez trouver. Et l'équilibre, c'est un équilibre dynamique, c'est un équilibre en mouvement. Cette année, il y aura telle plante, une autre année, il y aura autre chose. Là, dans ce coin-là, vous allez laisser des plantes se pousser, une friche se développer. Vous allez voir qu'il y aura plein de papillons, ça va être mignon comme tout et tout. Au-delà de l'aspect mal soigné de la friche, mais peut-être à un autre moment, vous aurez envie de la couper parce que vous aurez besoin d'un peu plus de place pour, je sais pas, mettre une plante que vous avez décidé de cultiver et que vous trouverez sympa. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver, un équilibre dynamique. Est-ce que on peut revenir aux questions là que j'ai notées au fur et à mesure? Mais bien sûr, mais bride-moi, Nathalie, bride-moi, parce que sinon on y est jusqu'à demain matin. Alors, il y a quelques questions, plusieurs personnes qui rebondissent par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que certaines plantes, on peut les manger en quantité, d'autres, il faut savoir, il faut modérer, etc. Quelles sont des plantes qu'on peut consommer? Est-ce que tu peux nous nommer quelques plantes qu'on peut consommer quasiment quotidiennement? Et est-ce que l'ortie, on peut la manger sans modération? Ah ah. Attends, je réponds à Keiko parce que Keiko me demande si j'ai fini et je lui dis pas encore. Il y a plein de questions. La soupe, c'est dans bientôt, mais pas tout de suite. Eh oui. Ah bah quand on est entre gens passionnés, on ne compte pas même le temps, quoi. Attends, je me remets pour... voilà, j'y suis.
Est-ce que l'ortie, on peut la manger sans modération? Non, il n'y a aucune plante qu'on peut manger sans modération. Il n'y a rien qu'on peut manger sans modération. Même les carottes, on ne peut pas en manger sans modération. Tiens, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de plantes photodynamisantes. Ben, le céleri, il est aussi photodynamisant que la berce, et le citron également. Faites l'expérience, frottez-vous du citron sur la main et allez vous exposer au soleil pendant quelques heures. Vous allez voir comment il sera votre peau. Et pour Non, répondre à une autre question, la oui. photosensibilisation, c'est pas quand on mange que ça Alors, va faire il y a une certaines réaction. plantes comme le millepertuis ou le Oui, sarrasin, par exemple, qui provoquent une photosensibilisation mais quand on interne. parle de la C'est-à-dire, berce et du céleri, c'est... eh ben, c'est les deux. Si on mange, si on mange de la berce, beaucoup de berce, pendant plusieurs jours et qu'on s'expose au soleil, on risque une photosensibilisation. Parce que les substances photodynamisantes, les furanocoumarines en question, vont passer dans le circuit sanguin et au contact des cellules du derme, si elles sont activées par les UV, elles vont pouvoir provoquer l'apoptose des cellules, quoi. Provoquer D'accord, mais bon, si on mange les nécroses une cutanées. fois de la berce, ça va pas faire cet effet Absolument tout pas. de suite. Absolument pas. Même avec le millepertuis. Là, c'est Oui. l'hypéricine, ce qui donne la jolie couleur rouge à l'huile de millepertuis. Voilà, si on se fait une sauce à salade avec de l'huile de millepertuis, de l'huile rouge, bon, ma foi, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si on en consommait de grandes quantités, là, ça serait gênant, quoi. Alors maintenant, sans parler de manger tous les jours une même plante, quelles sont les plantes qui sont les, les mieux acceptées et qu'on peut manger Oh. régulièrement Les gopodes, c'est une merveille, les gopodes. C'est une merveille. Les gopodes, c'est fabuleux. L'ortie, c'est très bien aussi, hein. Alors, quand je dis légopode, je peux dire légopode parce qu'il y a un seul légopode, une seule espèce. L'ortie, il y a plusieurs espèces d'ortie, mais on parle généralement de la grande ortie, évidemment. Euh, les mauves, pareil. Tu vois, la mauve, ça contient du mucilage, c'est bon pour le transit intestinal, genre de trucs comme ça. Les feuilles de tilleul, tout ça, on peut en consommer des quantités. Mais de toute façon, il y a un truc qui est juste de base, mais de base, c'est varier, c'est diversifier. C'est jamais manger plus de 2 fois de suite la même plante. Tu vois? Franchement, franchement. Et avec ça, avec ce principe, on risque pas grand-chose. Tu vois, toutes ouais. les brassicacées, toutes les moutardes et des choses comme ça, par exemple. Puis il y a une différence entre le fait de les manger crues et les manger cuites. Tu vois, il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a tout un, euh, comment dire, tout un réseau, toute une mouvance crudivore qui dit, faut surtout pas faire cuire, c'est poison ou c'est pas bien. Euh, bon, euh, oui, c'est vrai que ça peut, comment je peux dire, éliminer un certain nombre de vitamines, voire éventuellement de minéraux. Mais on en consomme tellement dans les plantes sauvages que la question ne se pose pas de l'apport en minéraux, même si on mange beaucoup de choses cuites, de toute façon. Et la cuisson va éliminer un certain nombre de substances, comment je peux dire, nocives, comme les isothiocyanates, par exemple, tu vois, les substances soufrées qu'on a dans les feuilles de moutarde, de radis, de navets ou, voilà, de radis ravenel ou de choses comme ça, ce qui fait ou de cresson même, ce qui fait qu'on pourra en consommer davantage. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui sont précises, hein. Il y a des choses qui sont précises et il faut le savoir. Il y a une autre question. Où est-ce qu'on trouve le plus de vitamine C dans les plantes sauvages? Dans nos régions, c'est cynorhodon. Donc le fruit de l'églantier. C'est un faux fruit, hein. Le cynorhodon, Oui. c'est un cynorhodon, c'est pas un fruit, hein. C'est pas un fruit, hein. Enfin, on va pas employer des termes techniques, mais on va dire que c'est un faux fruit, quoi. Si on voulait être technique, puisqu'on a affaire Mais à bon, des c'est pour techniciens, décrire. Donc c'est les ouais, petits ronds tout rouges qu'on voit encore actuellement. Chez moi, j'en ai encore cueilli ouais, ouais. ces jours. Et dont on peut manger la chair qui est à l'extérieur, qui est rouge et donc très riche en vitamine C. Très riche en vitamine C, exactement. L'argousier, c'est vachement bien aussi, mais l'argousier, il n'y en a pas partout. Et puis sinon, après, c'est les feuilles, quoi.
c'est les feuilles. Je parle pas des substances exotiques qu'on trouve surtout dans les fruits, comme l'acérola ou le camu-camu, les choses comme ça qui contiennent des teneurs folles. Mais dans nos régions, les feuilles d'ortie, feuilles de pissenlit, feuilles de berce, feuilles d'égopode, toutes ces plantes sont, feuilles de mauve, même, toutes ces plantes sont très riches en vitamine C. Ouais. Oui, justement, il y avait la question aussi, peut-on tout consommer cru Peut-on Est-ce tout, que... peut-on Ouais. tout Est-ce consommer qu'on cru? peut, je veux dire, est-ce que on peut consommer toutes les plantes sauvages comestibles crues? Ah, c'est une question géniale parce je m'excuse de répondre ça à la personne qui l'a posée, mais elle est complètement tordue, quoi. Je veux dire que, attendez, est-ce qu'on peut manger toutes les plantes sauvages comestibles crues? Mais alors, attends, non, parce qu'il y a des plantes qui sont sauvages qui sont comestibles crues, mais il y a des plantes qui ne sont sauvages qui ne sont comestibles que cuites. Donc, non, Donc là aussi, il faut il faut connaître. faire cuire Mm. pour pouvoir les manger. Il y a des plantes qui sont. Prends par exemple les pousses de fougères, par exemple, les pousses de fougères règles. Pour les manger, il faut comment dire, les faire macérer dans un liquide très alcalin. Donc en général, on prend de la cendre de bois et de l'eau, et ensuite les rincer et ensuite les faire cuire. Tu vois. Sinon, il y a des ptachylozides dedans, il y a des thiaminases, il y a des substances qui sont pas bonnes du tout, quoi. Et des hétérosides cyanogénétiques. Mais pourtant, les Japonais, ils font une consommation de warabi impressionnante. C'est une plante toxique. Idem avec le fuki, par exemple, c'est un pétaside, Pétasites japonicus. Ça contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques en quantité. Les Japonais le savent. Nous, ça serait en France, on nous interdirait de la consommer. Les Japonais, ils la consomment, mais ils savent très bien que c'est saisonnier. C'est uniquement en fin d'hiver. Ils consomment de la tempura de fuki. Et c'est surtout comme ça qu'on la mange. Ils s'en réjouissent parce que c'est la première plante, parce que les Japonais, ils sont très branchés plantes sauvages. Hein. C'est la première plante du printemps. Voilà. Mais ils n'iront jamais la manger crue. Ouais, ouais. Donc là encore, bah, il faut savoir Et tu pourras de me dire quoi on toutes les parle. questions que tu voudras, mais au final, de toute façon, ma réponse, ça sera toujours la même. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la connaissance précise de chaque plante, finalement. Oui, oui. Il y avait aussi une question, est-ce qu'il faut faire un herbier? Est-ce qu'il faut prendre des notes? Est-ce qu'il faut prendre Oui, des photos? oui, Et puis, oui. Triple oui. oui, le plus Triple oui. possible Mais il faut aller plus loin que observer. ça. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller chercher des descriptions dans les flores. Je dis bien dans les flores, pas sur Internet. Pas sur Internet. Je dis bien dans les flores. La flore de Coste. Il faut réhabiliter la flore de Coste. Il faut réimprimer la flore de Coste. Elle est très bien. Parce qu'elle est vraiment très bien. Il y a des descriptions qui sont très précises. Il y a des clés qui sont très bien faites. Il y a des dessins qui sont chouettes aussi. On voit d'un coup d'œil toute la variété des espèces. Parce qu'on dit l'ortie. Non, attends, on a 5 espèces d'ortie en France. Tu vois? On dit le pissenlit, c'est encore plus compliqué, le pissenlit. Là, Ah oui. tu vois? Mais globalement, c'est important d'avoir conscience de cette diversité, de cette variété. Et encore en Europe, on a relativement très peu de plantes à cause des glaciations. Donc soyez heureux, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous n'avez pas tellement de plantes en Europe par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde. Donc vous pouvez y aller. L'Europe, c'est parfait pour les débutants. Hein. Vous deviendrez des pros facilement en Europe. Ouais, ouais. Il y a aussi une question, est-ce que tu observes des changements dans la flore dus au changement climatique? Oui, un petit peu, oui, un petit peu, oui. Oui, un petit peu. Je veux dire, il y a des plantes, je ne sais pas, des hêtres, des forêts de hêtres, par exemple, je vois, parce que nous, on est en limite d'air dans les Alpes de Haute-Provence. Les hêtres, ils souffrent quand même un petit peu. Effectivement, oui. Bon,
les plantes ont tendance à remonter en altitude et en latitude. Oui, bon, c'est un changement normal. Hein, je veux dire, il y a 15 000 ans, là, on était dans la toundra. Hein. Donc, les forêts de chênes qu'on peut observer maintenant, dans lesquelles on vit normalement, hein, à l'étage, comment dire, à l'étage collinéen, là où tu es, par exemple. Moi, je suis un peu à la limite, donc c'est forêt de chênes et plus bas et forêt de hêtres, à l'étage montagnard. Voilà. Tout ça, ces forêts, elles sont relativement récentes. Elles ont 10 000 ans, quoi. Cela dit, les pauvres, elles ont 10 000 ans, et puis il y a 8 000 ans, elles se sont pris l'arrivée des néolithiques avec leur hache en pierre polie et qui a tout coupé et tout fait brûler. Donc, les changements, c'est normal. Hein. Je n'irai pas dire que on ne soit pas responsable des changements climatiques actuels, mais en tout cas, les plantes s'adaptent sans problème, globalement. Après, il y a beaucoup de questions, question qui revient tout le temps, par rapport aux parasites, aux renards. Ah oui. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça pour ce... Comprendre le processus, mais je ne vais pas rentrer dans l'explication de l'échinococose et de la fasciolose maintenant, sinon on se refait une session une autre fois, mais là il y a Keiko qui m'attend, et je ne veux pas la faire attendre trop longtemps, et donc bien comprendre le processus des parasitoses, ça aussi on a tout un cours là-dessus dans notre formation, hein, n'oubliez pas. C'est important parce qu'il faut être précis, il faut bien comprendre le truc. Mais je vais vous dire, si vous avez le moindre souci par rapport à ça, vous faites cuire, c'est tout. 3 minutes à 60 degrés, 1 minute à 100 degrés et c'est bon. Ça résout la problématique. Mais encore une fois, il faut comprendre le problème, savoir dans quelle zone on vit, comment ça se passe autour de chez soi. Et puis surtout, pas fantasmer là-dessus, quoi. Pas fantasmer là-dessus. Statistiquement, c'est plus dangereux de prendre votre voiture pour aller voir des amis ou vous rendre au travail. Hein. Oui, tout à fait. Donc surtout dédiaboliser la toxicité, comment dire, les dangers dus aux plantes, mais les regarder bien en face en les ayant compris. Alors peut-être une dernière question qui, je pense, finit bien notre entretien passionnant. Si il y avait des millions de personnes qui se mettaient à cueillir des plantes sauvages, ça deviendrait quoi? Des milliards, j'espère. J'espère que des milliards de personnes se mettront à cueillir des plantes sauvages. On doit être 8 milliards de personnes. Si 8 milliards de personnes se mettaient à cueillir des plantes sauvages, je peux vous dire que le monde irait infiniment mieux qu'il ne va à l'heure actuelle. Parce que pour cueillir des plantes sauvages, il faut déjà sortir de son symbole de statut, donc sortir des dictates de sa culture, donc sortir de son cycle de consommation effréné dans lequel le monde actuel est plongé. Donc ça veut dire qu'on aurait beaucoup moins de dommages créés à l'environnement du fait des activités humaines. Donc ça serait très chouette. Ça serait très chouette. On ne peut pas penser que des gens vont se mettre à cueillir des plantes sauvages s'ils n'ont pas un minimum de respect pour la nature. C'est juste pas possible. S'ils n'ont pas un minimum de compréhension pour l'environnement. Ça se fait pas comme ça. Ça pourra jamais devenir un truc, simplement un pur truc de bobo pour acquérir du statut. Ça, c'est pas possible. Ça n'est qu'une façade. On le voit justement avec les restaurateurs. Là, c'est un petit peu comme ça. Et puis, voilà, c'est un petit peu une mode qui passe parce que c'est pas vraiment basé sur quelque chose de solide, de sérieux, de profond, quoi. Voilà. Mais ça, de toute façon, ça devra passer par l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai envie de former des formateurs qui, à leur tour, feront un bon job, expliqueront bien les choses aux gens, comme je le fais là maintenant, je pense que je l'explique bien, et qui seront capables justement de créer, déclencher ce processus de respect, de conscience, de connaissance, qui fera que l'attitude des individus changera, et c'est l'attitude des individus qui fait celle de l'ensemble de la société, sachant que les deux sont liés, bien évidemment. L'individu est très
dominé et très influencé par les règles de la vie sociale. Mais quand on s'intéresse aux plantes sauvages, on se rend compte que les règles de la vie sociale ne sont pas forcément toujours celles qu'il faut suivre systématiquement et qu'on a la possibilité, qu'on a les moyens d'agir d'une façon responsable et efficace. Et pour moi, mon travail avec les plantes, c'est ça. C'est ça, à travers cette relation avec les personnes, leur faire se connaître mieux, mieux comprendre le monde et développer des moyens d'agir de façon libre, responsable et, je dirais, efficace, parce qu'il faut que ça marche, quoi. Et moi, dans ma vie, longue par rapport à celle d'autres personnes peut-être, brève par rapport à celle de l'évolution de notre espèce ou du monde, eh ben, ça marche. Voilà. Oui, ben, il y a quelqu'un dans Isa, dans les commentaires, qui dit « Bien dit, Monsieur Couplan, cueillons en conscience et le monde ira bien. » C'est une bonne conclusion, je pense. Voilà. Mais voilà, si on peut se retrouver une autre fois, ce sera avec plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite, enfin, cette heure et demie qu'on a passée ensemble. C'était très chouette. Donc Nathalie, je te remercie beaucoup d'avoir organisé ça. Les uns, les unes et les autres là qui nous avaient écoutés, que je n'ai malheureusement pas vu, mais ça m'aurait sans doute impressionné de vous voir aussi nombreux. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite bonne cueillette. Puis si vous voulez me contacter, une chose, c'est que non seulement je suis facile à contacter, mais qu'en plus j'aime bien répondre directement aux gens, quoi. J'aime bien. Merci infiniment, François, pour cette soirée passée ensemble et pour tout ton travail que tu as fait et que tu fais toujours. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Merci à celles et ceux aussi qui vont regarder en replay. Avec grand plaisir de te recevoir de nouveau pour parler de tous ces sujets passionnants. Je vous souhaite... Je voudrais encore ajouter une chose, en fait, parce que j'ai aussi, on peut le voir sur mon site, une formation qui s'appelle Formation à distance. Et là, c'est un travail. Alors, je ne peux pas prendre trop de monde parce que c'est vraiment un travail qui se fait avec moi directement, avec des échanges de fiches, des échanges de lecture, de cours et de trucs comme ça. Mais c'est du suivi personnalisé. J'adore faire ça parce qu'on est en contact constant. Je ne peux pas prendre trop de monde, mais je voulais le préciser quand même parce que j'espère jusqu'à mon dernier souffle pouvoir partager avec vous. Oui. Alors, je vous remets dans le chat le lien vers la formation. Alors, vous posez peut-être la question, Nathalie, elle en propose une aussi de formation en ligne. Pourquoi elle promeut celle de François? C'est un concentré de 50 ans de recherche. C'est autre chose, ça va plus loin. Et de toute façon, avec les plantes, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc voilà. Ça, c'est clair. Ok. Merci beaucoup. Très bien. François, à bientôt. Oui, Nathalie. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir.